Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Le Café Presse Politique se retrouve ce mercredi. La semaine dernière, on s'était vu le jeudi. On avait décalé l'émission parce qu'il y avait une actualité spéciale. C'était celle des libérations des détenus d'opinion. On en espérait beaucoup plus. Il y en a eu quelques-uns, mais pas tous ceux qu'on espérait. Notamment, il n'y a pas eu Khaled Drani et ça avait donné une émission un peu en demi-teinte. Khaled Drani, présentateur de cette émission et qui a passé le cap des 100 jours en prison. Nous allons parler encore de cette actualité de la libération des détenus pour savoir si elle correspond à un premier moment de l'apaisement que les acteurs politiques et le Hirak demandent depuis longtemps pour engager une nouvelle feuille de route politique. Est-ce que c'est le début d'un apaisement ou pas? C'est une des questions que nous allons nous poser tout au long de ce Café Presse Politique. Nous allons nous intéresser aussi à la feuille de route de l'armée, parce que Shangri-La est en train d'imprimer un nouveau cours à la tête de l'armée, et nous allons évoquer aussi inévitablement le retour entre guillemets du Hirak dans la diaspora. Il y a eu une grande manifestation dimanche à Paris. Les Algériens ont célébré l'anniversaire de l'indépendance de manière tonitruante dans les rues de Paris. Pour dérouler cette feuille de route, il y aura avec moi Maître Zoubida Assoul, avocate d'abord, parce qu'on va parler d'un volet détenu toujours, et présidente de l'UCP. Zoubida, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Karim Kébir, de Liberté, qui Bonjour. sera aussi avec nous et qui permet toujours à ce format de rester un format de Café Presse Politique. Donc plus de journalistes que de personnes pas journalistes. Akram Khriyef va renforcer cela. Akram Khriyef en tant que spécialiste des questions sécuritaires de l'armée, mais aussi des questions politiques. Akram, bonjour. Bonjour. Akram qui a signé un papier dans Jeune Afrique sur justement cette empreinte du nouveau, on peut le dire maintenant, chef d'état-major en poste, Saïd Shangri-La. Et puis en fin d'émission, on va avoir un point de vue de Paris sur ce qui s'est passé donc, dans la diaspora à Paris avec un autre journaliste connu, Akram Belkaïd, qui nous rejoindra en fin d'émission. Merci. Donc, apaisement ou pas apaisement, est-ce que vous considérez que ces premières, on peut les rappeler, hein, ce sont essentiellement des militants, on va dire, reconnus comme étant des figures du Hirak, Karim Tabou, Samir Blarbi, Slimane Ahmetouche, qui ont été libérés, Amir Abouraoui, évidemment, et quelques autres militants du Hirak qui ont été libérés, eux directement par une grâce présidentielle, parce qu'il n'y avait plus de processus en cours, processus judiciaire, ils avaient été condamnés définitivement. Mais on a fait le point la semaine dernière avec Amina Haddad ici, et il restait, au moment où on tenait le CPP jeudi dernier, encore 73 détenus d'opinion. Est-ce que la situation a évolué dans un sens ou dans un autre depuis? On sait qu'il y a 3 détenus qui ont été libérés aujourd'hui à Bjaïa. Et comment on peut évaluer cette situation du point de vue des détentions? Bonsoir Hassan, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Am. Moi je pense que c'est une bonne chose. Nous en tant que collectif, en tout cas des avocats, ça fait des mois qu'on essaie de faire de notre mieux pour essayer de plaider auprès des magistrats et d'expliquer que ces gens-là, dans leur dossier, il n'y a rien qui mérite qu'ils soient en prison. Maintenant, bien sûr, on ne peut être que content pour ceux qui ont été libérés, mais à mon sens, c'est trop aller vite en besogne et que de dire, voilà les mesures d'apaisement. D'abord, il faudrait que cette mesure puisse toucher l'ensemble des détenus qui restent encore détenus, commencer par Khaled Drani, parce que Khaled Drani est un journaliste et il n'a rien fait d'autre que de pratiquer son métier de journaliste. Donc il n'a pas commis une infraction qui mérite vraiment qu'il reste en prison, mais aussi l'ensemble des détenus dans toutes les régions du pays. On a beaucoup dans toutes les régions, au sud, à l'est, à l'ouest, en Kabylie, etc. Donc je pense que parler de mesures d'apaisement, c'est trop tôt, ce n'est pas assez.
à mon avis, il faudrait que cette mesure soit généralisée à tout le monde, mais aussi il faudrait qu'il y ait d'autres mesures. Vraiment, parmi les mesures, c'est d'abord de lever toute censure sur les médias, d'ouvrir les médias à l'ensemble des Algériens, de toutes les tendances politiques de l'opposition, mais aussi d'aller vers une offre politique qui pourrait résoudre la crise politique qui secoue notre pays depuis très longtemps. Apaisement, pas apaisement, Karim Kébir? Moi, j'aurais considéré que c'est de l'apaisement si ces mesures avaient été décidées il y a quelques mois. Parce qu'on se rappelle quand même, il n'y a pas une seule. Il n'y a pas. Comment dire? Il y avait en tout cas beaucoup d'acteurs politiques, de partis, depuis pratiquement, je dirais, une année, qui ont appelé à des mesures d'apaisement parce qu'ils considéraient que l'issue à l'impasse politique passait inévitablement par ces mesures d'apaisement. Or, qu'est-ce qu'on avait constaté? On a constaté qu'il y avait non seulement ce pouvoir à opposer une fin de non-recevoir, mais avec l'arrivée du Covid, on a vu une escalade dans les arrestations. Donc, personnellement, aujourd'hui, si on peut, comme disait madame, on peut les considérer comme étant une tentative un peu de calmer un peu le front. Mais il y a toujours des arrière-pensées politiques. C'est qu'ils attendent toujours des dividendes à travers ces libérations. Parce que la preuve... Ce serait quoi les dividendes? Avant-hier, il y a le gars de Biskra qui a été arrêté. C'est un professeur? Ben oui, sur le plan politique, rien n'a changé. On parle du lanceur d'alerte. Sur le plan médiatique également. Donc je ne peux pas considérer que ce sont des mesures d'apaisement. C'est que derrière ça, peut-être, à mon avis, ils ont un projet à faire passer qui est celui de la révision de la Constitution. Il y a une pression terrible sur le plan économique. Les ménages en souffrent, les Algériens en souffrent aujourd'hui. Donc je crois qu'ils tentent un peu, j'allais dire, d'ouvrir un peu les vannes, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont animés d'une réelle intention de lever toutes les entraves politiques, tout ce qui bloque en tout cas, et une libération du champ politique et médiatique. Akram Khrif, il y a notre collègue Yassine de TS à la semaine dernière qui disait que si jamais ils avaient libéré tout le monde, parce qu'on se disait, pour avoir des dividendes politiques, il fallait frapper un grand coup, et frapper un grand coup, c'est libérer tout le monde. Pour dire, voilà, il y a pas de raison. C'était Yassine Babouche. Il n'y a pas de raison de continuer le Hirak, puisqu'en gros, c'est ça le dividende qu'ils espéraient. On a libéré tout le monde, on n'avait plus de prétexte pour dire que le pouvoir est autoritaire, etc. Ils l'ont pas fait comme ça, parce que au sein du système, on aurait considéré que c'est une trop grande défaite. Est-ce que c'est surtout pour cette raison-là, trop grande concession donnée au mouvement populaire? Est-ce que c'est pour cela que on n'a pas libéré tout le monde? Ou est-ce que c'est parce qu'on n'est pas d'accord sur l'agenda et qu'il y a toujours cette histoire des deux pôles? Il y en a un qui veut apaiser et un autre qui veut réprimer. Il y a un petit peu des deux. Il y a de ça. On le sent, on le voit à chaque jour. Il y a plusieurs pôles à l'intérieur du pouvoir qui se sabotent l'un l'autre. Mais il y a aussi le fait de vouloir obtenir quelque chose absolument... en contrepartie d'une libération massive. Or, le Hirak n'a absolument rien à donner, rien à offrir à ce pouvoir-là. Donc, eux-mêmes ont choisi de ne pas dialoguer, eux-mêmes ont choisi de ne pas négocier, et là, ils sont bloqués par ce choix parce que s'ils attendent quelque chose, ils ne l'obtiendront pas. Je pense que on est dans un processus qui est binaire. On n'a pas de demi-victoire dans le Canada. C'est bien ou bien tout le monde qui est libéré et que le jeu démocratique et le jeu, disons, politique est normalisé dans le respect, bien sûr, de la Constitution et dans le respect des lois. Ou bien nous sommes dans un non-État, nous sommes dans une situation de je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas nous ne sommes pas dans un État de droit. Et actuellement, si nous continuons sur cette voie-là, je crains fort que les gens continuent à s'énerver et que les choses dérapent, d'autant plus que on a une crise économique, on a la crise du Covid qui énerve énormément de gens.
Donc je sais pas. Je pense que le pouvoir devrait aller vers la population, vers les revendications du Hirak, du moins libérer les gens. Quand tu dis c'est un processus binaire, il y a un peu des deux et qu'on sait qu'il y a toujours un côté qui sabote l'autre côté, un pôle qui sabote un autre, tu peux être plus précis, qui sabote qui? Avant on disait c'est la DSI du général Wassini Bouazza qui sabotait les velléités dialoguistes de la présidence. Aujourd'hui c'est quoi le casting? Non, je sais pas, hein, sincèrement, je suis pas dans le secret des dieux. Par contre, j'ai trouvé l'image du général Ben Hadid à côté de Zermati qui a contribué à son emprisonnement et à son maintien en prison. Quand je dis Zermati, pas lui, hein, je parle de la justice en tout, je trouve quand même cette image parlante. On voit qu'il y a une sorte de cohabitation. En fait, on a deux régimes dans le même pantalon. Alors, évidemment, moi, je ne peux pas m'empêcher de faire toujours des parallèles avec l'ouverture précédente. Je le fais souvent sur ce plateau, c'est l'avantage de l'âge. 89, l'ouverture de Chadli Benjedid, c'est libération de détenus politiques, retour de Hussein Ahmed, retour de Ahmed Ben Bella, libération y compris du groupe Chebouti, qui était lié donc aux affaires de la Souma. Tu me rappelleras le nom l'attaque de la de la Souma. Et donc, 86, donc, qui a été élargi, donc d'où est sorti d'ailleurs le MIA après, tout le monde a été libéré pour créer une nouvelle situation politique. Ma question, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le faire aujourd'hui dans le régime? Bon, on espère. Alors qu'il n'y a pas de... Voilà. Non, on espère qu'il y ait des gens qui puissent faire ou laisser parler la voix de la raison. Parce que de toutes les manières, le pouvoir en place n'a plus trop le choix. Parce que l'Algérie, comme ça, dans une crise multidimensionnelle, nous avons la crise politique, nous avons la crise du Covid, nous avons la crise économique, nous avons la crise sociale à nos portes. Donc, je pense que le pouvoir, s'il y a des gens qui ont la raison d'État d'abord, et puis aimer l'Algérie, parce que si on cherche la stabilité de l'Algérie, on n'a pas d'autre choix que d'aller vers une offre politique qui puisse vraiment ouvrir une nouvelle voie aller vers la construction d'un État de droit. Maintenant, c'est vrai, quand Akram Khaïf disait que voir le général Ben Hadid à côté de Zermati, bon, c'est quelque chose un peu d'incompréhensible sur le plan, si on veut, moral à la fois, mais politique aussi. Parce qu'on ne peut pas être le bourreau et en même temps venir se réjouir de la libération du général Ben Hadid, alors qu'on avait passé plusieurs mois à dénoncer justement son incarcération injustement. Mais il y a un autre général encore qui est en prison, c'est El Erderi. Et on sait très bien que El Erderi n'a rien commis pour quelque chose pour laquelle il mériterait de rester en prison. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'aller vers la solution politique, mais malheureusement, les données qu'on essaye d'analyser depuis quelques jours, ça ne démontre pas vraiment cette cohérence, cette approche de la solution concertée, de la solution consensuelle avec tout le monde, d'écouter la voix du peuple qui quand même est sorti depuis plus d'1 an et qui réclame un changement, une rupture avec ce système, mais aussi quand on regarde un peu tous les scandales financiers, tous les scandales de corruption qui a secoué l'ensemble des institutions de l'État, aussi bien au niveau des ministères, des premiers ministres, 2 anciens premiers ministres qui sont en prison, beaucoup de généraux, beaucoup de colonels, beaucoup de gens qui avaient quand même la tâche de la sécurité du pays, qui aujourd'hui risque d'être vraiment poursuivi pour haute trahison. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas continuer dans le déni et de dire non, on va faire de petites manœuvres ou pour gagner un peu de temps, pour essayer de gagner du temps. Mais gagner du temps, pourquoi? Parce qu'en fait, le temps n'est pas en la faveur du système. Moi, quand j'ai entendu, par exemple, la conférence de presse du chef de l'État avec France 24, c'est que même quand il parle de la situation économique, il n'y a pas de projection. Il parle de 2 ans.
est-ce que pour un chef d'État qui est là, en tout cas pour un mandat de 5 ans, est-ce qu'on peut justement s'arrêter à 2 années pour parler de la situation économique du pays et pour éviter d'aller à l'endettement et d'aller vers le FMI? Je pense qu'il n'y a pas vraiment la vision, la feuille de route, la projection sur une solution durable, à la fois politiquement, économiquement, mais aussi socialement. Donc aujourd'hui, les mesures, c'est très simple. Moi, je ne peux pas comprendre comment le système n'a pas appris de ses erreurs. C'est-à-dire aujourd'hui, continuer à manœuvrer, libérer certains détenus et laisser d'autres. Mais aussi, moi j'ai envie de dire, il faudrait que ce type de poursuite pénale et d'incarcération Ihsan cesse carrément. S'il y a une volonté politique réelle, il faudrait qu'on cesse et qu'on tourne la page de ces poursuites pénales injustifiées, d'ailleurs qui coûtent énormément d'argent au trésor public, qui alourdit la justice pour des procès vraiment... Les prisons aussi. Donc je ne comprends pas cette feuille de route politique. On continue à incarcérer les gens, on continue. La seule vision que nous avons, c'est qu'on va encore continuer à construire des prisons au lieu de construire des entreprises. Donc pour moi, il n'y a pas de feuille de route, hélas, chez le système. Il y a beaucoup d'incohérences, il y a beaucoup de couacs à l'intérieur même du même système. Mais aujourd'hui, je pense s'il y a des gens sages, s'il y a des gens qui vraiment réfléchissent à l'intérêt de l'Algérie pour l'avenir proche et lointain, il faut aller vers une solution durable et la solution durable passe par l'offre politique globale. On a posé cette question à l'analyse politique Karim Kébir. Il y avait sur ce plateau, il y a je crois 2 numéros, Abdelaziz Ziari, ancien président de l'Assemblée nationale. On nous a fait le reproche de l'avoir invité, mais nous tenons à ouvrir nos antennes à tous les points de vue pour un peu comprendre la façon de penser de chacun. Et il reconnaissait, alors je ne me rappelle pas si c'était sur le plateau ou en off, qu'il y avait une difficulté à produire une feuille de route dans le système aujourd'hui. Il n'y a plus les Albi Belkhair, Touati, Nazar, Nazar, c'est pas nécessairement une tête pensante, mais c'était une partie de l'armée qui réfléchissait politiquement. Et d'autres au sein du système, peut-être dans lui-même d'ailleurs, et qu'aujourd'hui c'est plutôt pauvre de ce côté-là. Donc la question que je te pose, Karim, c'est que qui peut produire, qui peut faire réhabiliter le politique dans le système? L'armée, les services, la présidence, qui? Je crois que Mouloud Hamrouche avait quand même esquissé, en tout cas, et il avait tendu la perche pour les véritables décideurs, parce qu'il sait, il connaît bien le système, que c'est un système qui est hermétiquement fermé. C'est qu'ils n'ont pas l'intention de changer. Non seulement ils ont une vision paternaliste de l'Algérie, c'est-à-dire nous sommes un peuple qui n'est pas encore mûr pour prendre son destin en main, pour aller à une véritable démocratie, pour choisir. Et je pense même qu'aujourd'hui, à ce jour, ils vendent en sous-main au capital occidental que si jamais on ouvre, l'Algérie va basculer encore dans le péril vert, c'est-à-dire une république islamique. Donc autant garder les choses comme ça, essayer de bricoler à droite à gauche et de garder ce semblant de stabilité qui n'en est pas une. Donc je crois que leur problème aujourd'hui, vous l'avez évoqué Ihsan, c'est qu'ils n'ont pas l'intelligence, ils n'ont pas les gens en tout cas, les vrais Sherpas qu'ils avaient auparavant. Parce qu'aujourd'hui, Madame le dit, les solutions existent. Mais pour peu qu'il y ait cette volonté, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas encore cette volonté. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas cette volonté? Je disais, c'est qu'à leur niveau, peut-être il y a un problème culturel, parce qu'ils se disent encore, ils sont dans les années 70, on n'est pas encore mûr. D'autre côté, je pense, moi je suis de ceux qui pensent aussi qu'il y a beaucoup de pays qui ne veulent pas que l'Algérie s'émancipe, parce que les conséquences seront... Il y aura une tache d'huile sur toute la région. Enfin, la Tunisie, c'est quand même bien émancipé. Il y a le Maroc aussi, il y a l'Égypte. Ce sont des grands pays quand même. Mais il y a l'Arabie Saoudite. Attention, si l'Algérie quand même s'émancipe, c'est l'acte du printemps arabe. Hein. Moi, j'en suis convaincu en tout cas. Donc, il y a beaucoup de forces qui travaillent pour empêcher cette émancipation. Donc, c'est pour ça qu'on voit ce forme de solutions, mais c'est des solutions de replâtrage. D'ailleurs, même c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, ces mesures d'apaisement, ce n'est pas des mesures d'apaisement de mon point de vue. Ça s'inscrit dans des calculs pour essayer, soi-disant, de dire comme quoi, voilà, on va vers des apaisements, mais réellement, il n'y a pas de geste assez fort. Vous avez évoqué tout à l'heure 89, c'était des gestes très très forts. Comme permettre à des historiques, à des gens qu'on avait
excommuniés pratiquement du pays, de rentrer chez eux et d'activer librement. Dites à madame, sauriez-vous vous dire comment ils activent politiquement? C'est très difficile de réunir, même pas. Ce n'est pas On va en normal. parler, c'est le point suivant. Voilà, c'est le cas du RCD par exemple, qu'on essaie d'empêcher d'activer. Ça. On ne peut pas parler de mesures d'apaisement et par ailleurs, on empêche les gens de se réunir, de parler de politique ou de critiquer la gestion sanitaire. Je crois que c'est un non-sens. Donc ça obéit exclusivement à des considérations internes au régime. Et les divisions, elles sont là, elles sont visibles. On sent en tout cas ils poursuivent leur... ils essaient de trouver des compromis à l'intérieur du système et ça s'explique à travers les mises à l'écart de généraux. Ils récupèrent. Ben Hadid, d'ailleurs, il y a M. Dahoud Jerbel a fait une excellente remarque, c'est que la presse n'en a pas parlé comment il a été réhabilité. Oui, c'est Tout pas le trop monde tard. parle qu'il est là, mais est-ce qu'il a un casier judiciaire? Non, oui, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Voilà. Là, alors, Akram Khrif, bon, on peut considérer que Saïd Chengueriha est en train d'imprégner de son empreinte en prenant ses distances avec l'héritage d'Ahmed Gaïd Saleh. L'épisode général Hussein Ben Hadid en est un, il y en a d'autres. Il y a eu des mouvements depuis qu'il est en poste, dans les fonctions, dans les régions militaires, dans les directions des différents services. Mais est-ce que ça peut aller au-delà? Est-ce qu'on peut imaginer qu'en tant que nouveau chef de l'armée, Saïd Chengueriha missionne le nouveau patron de la DSI, le général Darajdi, pour essayer de concocter une ingénierie politique? Je pose la question parce qu'en fait, il y a des faits concrets. Hein. Moi, j'ai écrit ça déjà dans un article. La DSI a approché certains activistes, dont une figure respectée, très respectée du mouvement, pour essayer d'explorer les voies et moyens de construire une offre politique et de sortir de cette impasse. Donc, je repose ma question. Est-ce que Chengueriha peut aller jusque-là et remettre un peu l'ex-DRS dans cette fonction de think tank politique, producteur de solutions politiques? Non, pour la simple raison que la DGSI ne dépend pas de Chengueriha, ne dépend pas du chef d'état-major, elle dépend du président et de la présidence, elle dépend du conseiller chargé des affaires sécuritaires à la présidence, donc M. Hajar Douane. C'est lui qui pourrait imprégner une telle sorte de dynamique. Saïd Chengueriha n'a pas cette vocation. Lui-même, il me semble, hein, selon ce que je sais, il n'a pas voulu jouer de rôle politique. Mais par contre, ce qu'il serait en train de réaliser, c'est une sorte de dépolitisation de l'armée ou une désoligarchisation de l'armée avec le départ d'un certain nombre d'oligarques qui étaient à l'intérieur surtout du ministère de la Défense, qui travaillaient directement dans l'entourage d'Ahmed Gaïd Saleh et qui, eux, ont eu la main lourde lors de la crise de 2019, je pense. Donc, pour le moment, on peut pas dire grand-chose parce que on a vu les nominations, enfin, on a vu les promotions du 5 juillet, mais on n'a pas vu les changements de poste. Or, ce sont les postes qui déterminent tout, y compris l'aspect politique et économique on va dire du pouvoir à l'intérieur de l'armée. Or, il n'y a pas eu de changement pour le moment, il n'y a pas eu de gros changements. Après, si on veut parler des services de renseignement, je pense qu'il y a une sorte de reprise en main par la présidence via le général Hajar Douane de la partie politique. Dont on peut rappeler qu'il était un proche collaborateur du général Mediane. Qui était le premier adjoint du général Toffer. Pour ce qui est du ministère de la Défense, parce que là, on doit vraiment faire la différence entre défense et armée. Saïd Chengueriha, comme je l'ai dit, n'aurait pas souhaité devenir vice-ministre et donc n'aurait pas souhaité endosser cette responsabilité politique. Par contre, il est très très conforté par le fait que son ami de toujours, Mjahid, soit occupe pratiquement une sorte de poste de conseiller, entre parenthèses, quasi ministre de la Défense.
Donc, on a une sorte de centralisation de l'aspect politique de la défense qui est en train de s'opérer au niveau de la présidence avec l'accord de Chengueleha et bien évidemment avec l'accord des directions générales qui sont, à mon avis... Encore un peu, ça aide. Karam Khaïf, encore un peu, et tu nous pousserais à dire que le pouvoir a exécuté la revendication du Hirak, de la Madaniya, Machi Askaria, c'est la présidence qui récupère tous les pouvoirs. Là. Encore, on n'y est pas encore. On aimerait bien y arriver un jour, mais on n'y est pas encore. Aujourd'hui, on a je pense que le président Tebboune manque de courage politique. Hein. Il aurait dû nommer clairement un ministre de la Défense civil et pas disons pas retraité de l'armée. Il aurait dû faire en sorte qu'il y ait des lignes rouges bien fixées entre le ministère de la Défense et le monde politique. Je pense qu'il ne l'a pas fait non pas par peur ou par manque de courage politique, mais il l'a fait parce qu'il y a du nettoyage à faire à l'intérieur de l'institution et aussi à l'intérieur du pouvoir, hein, de son côté, du côté, disons, civil du pouvoir. Donc je pense que c'est un processus qui va prendre beaucoup de temps. On doit en reparler lorsqu'il y aura les nominations au poste, je pense. Ça doit prendre beaucoup de temps et du temps, on n'en dispose pas vraiment. Alors, parmi les choses qui ont rendu difficile la lisibilité de ce que veut faire le pouvoir en cours d'installation, parce que c'est comme ça qu'il faut dire, d'Abdelmajid Tebboune, il y a cette attaque contre l'activité politique pure, celle des partis légaux qui ont un agrément et dont a été victime directement le Rassemblement de la culture et de la démocratie. Mohsen Abbas était présent ici le jour de sa convocation, il expliquait un petit peu les enjeux. Vous avez réagi en tant que pôle pour l'alternative démocratique. On en est où dans cette affaire ? La première des choses, c'est qu'on peut observer quand même le pouvoir qui est en train d'essayer de nous vendre l'Algérie nouvelle. L'Algérie nouvelle... On en parle moins, l'Algérie nouvelle. Hein. Moi, je trouve que même Tebboune en parle moins. Hein. Oui. Il n'y croit pas lui-même, donc voilà. Ça va. N'empêche, cette Algérie nouvelle, la première des choses qu'elle devrait faire, c'est de respecter les lois de la République. Et les lois de la République, nous avons une constitution qui est toujours en vigueur, jusqu'à preuve du contraire. Cette constitution, elle a été claire pour le multipartisme. Elle a été claire dans le cadre dans lequel doit s'exercer la politique, mais aussi il y a une loi organique de 2012 relative aux partis politiques. Et donc aujourd'hui, venir par l'administration envoyer des menaces à un parti politique dûment agréé, pourquoi il fait des réunions au nom du PAD, soi-disant des entités non agréées. Mais c'est cette chose qui est vraiment d'abord incompréhensible. Elle est illégale parce que l'administration n'a pas à intervenir dans l'activité partisane, sauf lorsqu'il y a violation de la loi ou de la Constitution, ce qui n'est pas le cas. La deuxième des choses, et c'est là où la confiance et la rupture de confiance entre le citoyen que nous sommes, avant d'être des chefs de parti ou des politiques, et tous les citoyens algériens et l'État, c'est lorsque l'État fait le deux poids deux mesures. C'est-à-dire que vous interdisez à un parti dûment agréé de rencontrer d'autres partis politiques ou des acteurs de la société civile ou de simples citoyens. C'est ça l'essence même d'un travail d'un parti politique. Je peux rencontrer n'importe quel citoyen de n'importe quelle région au siège de mon parti. C'est quand même mon droit le plus absolu. Et je n'ai pas de compte à rendre à l'administration ou alors lui donner carrément l'autorisation avant de recevoir qui que ce soit. Mais de l'autre côté, vous avez l'administration qui, en plein confinement, en plein Covid, qui autorise officiellement deux partis politiques, l'un à faire un congrès et l'autre à faire un comité central, et sans prendre le minimum des mesures de distanciation. Donc cela, c'est quelque chose d'inacceptable. C'est immoral, c'est illégal, et ça ne reconstruit pas la confiance qui a été rompue entre le citoyen et l'État. La deuxième des choses, c'est que aujourd'hui, le PAD, comme beaucoup d'autres entités politiques ont existé, pendant les 20 années de Bouteflika, on a assisté à la coalition, n'est-ce pas, Ahzab al-Tahaluf,
l'alliance présidentielle. Est-ce que l'alliance était agréée? Donc, c'est ça la question. L'alliance n'a jamais été agréée. Il y a même une autre alliance, l'Algérie verte, à l'intérieur même de l'APN. Elle existe actuellement. Elle n'a jamais été inquiétée. Donc, c'est quoi ce deux poids, deux mesures? Pourquoi ces partis? Pourquoi nous, les partis politiques qui avons initié une initiative politique après le Hirak, et nous avons demandé depuis le 26 juin 2019 à ce qu'il y ait vraiment un processus constituant qui passerait par un dialogue sérieux, inclusif, de manière à aller vers la solution durable de la crise politique, mais en négociation, on n'a aucun problème avec le pouvoir. Nous, on n'exclut pas le pouvoir. Mais aujourd'hui, interdire à des partis politiques avec des motifs fallacieux, des motifs vraiment qui n'ont rien à voir ni avec la loi, ni avec la Constitution, comment on est en droit de nous interroger si ce n'est pas de l'intimidation, si ce n'est pas de créer toujours la scission, et puis d'exclure encore davantage. Mais il y a aussi une question que tous les Algériens se posent. C'est lorsqu'on parle, j'ai entendu le chef de l'État pendant sa conférence de presse avec France 24, qui disait que les gens qui sont en prison sont des gens quand même qui ont insulté. Moi, j'avais juste envie de lui répondre, quand un ministre de l'Intérieur, un ancien ministre de l'Intérieur, insulte tout le peuple algérien et les traite de beaucoup de qualificatifs qui constituent une infraction aux yeux du code pénal, et rien n'a été fait. Il y a eu beaucoup de responsables dans ce pays qui ont insulté le peuple algérien, qui l'ont traité de traître, qui l'ont traité de Cherzoma, qui l'ont traité de Mogharrar Behem, qui l'ont traité d'un tas de qualificatifs. Donc c'est ce deux poids, deux mesures qui est incompréhensible si on doit faire l'application de la loi. Et moi, personnellement, en tant que politique, j'ai toujours dit que je rejette la politique dans la violence, qu'elle soit verbale, physique ou autre. C'est pas bien, parce que ça ne construit pas le pays, ça ne construit pas une société. Mais il faudrait, si on doit appliquer cette loi, il faut l'appliquer à tout le monde. Mais il ne faut pas faire le deux poids, deux mesures. C'est pourquoi aujourd'hui, on s'interroge toujours, est-ce que vraiment le pouvoir a l'intention d'asseoir la démocratie réellement, le multipartisme réellement, ou juste on veut du multipartisme de façade et finalement on ne veut pas qu'il y ait des partis politiques vraiment qui puissent émerger sur la scène politique? Alors, c'est une question que je vais vous poser à tous les trois en même temps. Et si on se trompait complètement? On est le 8 juillet. La pandémie a redémarré très fort en Algérie. Il se passe tous les jours quelque chose. Tout à l'heure, on a fait une émission, un appel à la détresse de Biskra. Il y a des appels à des manifestations populaires à Biskra. Ça se dégrade partout. En fait, les médecins disent l'épidémie est hors de contrôle aujourd'hui. Et on ne sait pas comment elle va évoluer. Et donc, quand on regarde l'agenda politique, au départ, c'est plutôt le Hirak qui a été pénalisé par la mise en quarantaine, enfin le confinement. Le pouvoir n'a pas été respectueux du deal de la trêve sanitaire. Il a profité du deal pour encore plus réprimer le Hirak. Mais aujourd'hui, c'est en train de se retourner. On a le sentiment contre lui. Et peut-être que les choses vont aller s'accélérer dans un sens qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire tout ce qui est agenda politique, discussion de la Constitution, référendum en octobre, comme l'a laissé entendre encore Abdelmajid Tebboune. Tout ça, peut-être qu'en fait, aujourd'hui, on est au seuil de quelque chose dont on ignore les développements. Et c'est peut-être ça la première des préoccupations. Donc ma question, c'est est-ce qu'on ne se trompe pas finalement et peut-être, c'est d'ailleurs pour ça, peut-être que le pouvoir est en train de tâter à nouveau le terrain pour revenir vers le dialogue, etc. Parce qu'ils sentent bien que le sol est en train de se dérober sous ses pieds. Est-ce qu'il n'y a pas un gros point d'interrogation par rapport à l'avenir? Vous ne le sentez pas? Bon, c'est normal. Un point d'interrogation pour l'avenir, c'est normal. Mais est-ce que on peut... nous avons que des constats à faire aujourd'hui sur la situation. Mais réellement, on ne peut pas prévenir. Seulement, ce qu'on peut dire, c'est que les mêmes causes produisent souvent les mêmes effets. C'est qu'aujourd'hui, même si le Hirak il a été contrarié par le Covid, mais c'est le pouvoir qui est dans l'impasse. Parce que même si le Hirak ne manifeste pas, si les Algériens ne rentrent pas, mais le pouvoir, sa crise, elle est là. Il est confronté à une crise politique, il est confronté
à une plus grave crise encore, c'est la crise de confiance. Comment il va rétablir la confiance avec le peuple algérien? Parce qu'on parle souvent de cette question du Covid, que les Algériens sur le Covid, sont indisciplinés, tout ça. Ah oui, oui, oui. il y a une partie de ça, mais c'est parce que les Algériens ne croient pas tout ce qui vient de ce pouvoir. C'est ça le problème, le fond du problème. Madame Assoul vient d'évoquer le cas quand on autorise à des partis comme le RND et le FLN d'organiser leurs trucs avec FAST, les télévisions et qu'on parle et tout, et de l'autre côté, ils racontent aux gens comme quoi, non, attention, il faut pas... Comment, qui vont-ils convaincre? Et comment rétablir cette confiance avec quand il n'y a aucune mesure n'est faite de telle sorte à rassurer les Algériens? C'est impossible. Akram Kharif, tu as subi au tout début de cette pandémie le Covid-19. Dieu merci, tu t'en es bien sorti. Est-ce que la crise sanitaire peut précipiter la chute de ce régime alors que les gens l'attendent plutôt sur la crise économique et la crise politique? Ben, j'espère que non, parce que s'il chute à cause de la crise sanitaire, ça voudrait dire qu'il y aurait des centaines, voire des milliers de morts. Et ça, c'est quelque chose... Les centaines, on les a déjà. Hein. Oui, en plus, qu'on aura des milliers de morts, ça, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas. On ne souhaite vraiment pas que l'Algérie soit brûlée pour que Si je pose la question, c'est parce que dans d'autres pays, c'est devenu un paramètre politique. Hein. Trump risque de ne pas être réélu, ce qu'on lui souhaite vivement, à cause de cela. Et Bolsonaro aujourd'hui est en crise aussi au Brésil à cause de cela. Enfin, il a même chopé le Covid. Et donc, en Grande-Bretagne, Johnson s'est mis en difficulté à cause de cela. Macron aussi, énormément. Ça, il a dévissé politiquement à cause de cela. Donc en Algérie, nous, on a peut-être tendance à ne pas le regarder, mais ça peut devenir un paramètre politique. Ah ben, ça l'est. Ça l'est déjà. Et comme a dit Karim a dit l'essentiel. Il y a aujourd'hui, on n'est même pas dans la politique, on est dans le niveau zéro de la politique, qui est avoir un minimum syndical de confiance du peuple envers son régime. Et là, on ne l'a pas. Donc, ils ont tout ça à construire et on est en train de voir le contraire. Ils avaient 4 mois pour le faire. Ils ont fait totalement le contraire. Ils ont perdu du temps et ils ont perdu encore plus la confiance du peuple. Donc, ça va être très très compliqué pour eux malheureusement. Et pour nous aussi, malheureusement aussi. Zobeida Assoul, on attend, alors toujours ce discours, on l'entend toujours, celui de l'offre politique. Est-ce qu'au niveau du PAD, il y a encore l'espoir de pouvoir organiser une conférence nationale et de faire une offre politique pour sortir de la crise? J'ai envie surtout de réagir sur la pandémie parce que effectivement le pouvoir au début de la pandémie, il s'est cru que c'était un cadeau divin qu'il a reçu et donc il a essayé vraiment de surfer sur la vague du Covid pour essayer d'empêcher bien évidemment le confinement, même si nous en tant que politique on a pris nos responsabilités à temps en début mars et on a appelé vraiment à ce que les marches pacifiques s'arrêtent parce que la vie des Algériens est beaucoup plus importante que tout le reste. Mais au fil du temps, effectivement, on ne peut pas dire aujourd'hui que le système en place, et je parle bien du système au-delà des individus, parce que le problème en Algérie est un problème de système de gouvernance, beaucoup plus que les personnes. Tu as beau enlever, les gens croyaient qu'en enlevant Bouteflika, qu'en n'ayant plus le 5e mandat, que les choses allaient s'arranger. On se rend compte aujourd'hui, et c'est pour ça que les Algériens ont dit on veut une rupture avec ce système, c'est-à-dire qu'il va falloir changer le système de gouvernance, le mode de gouvernance dans le pays, au-delà des individus. Donc aujourd'hui, notre système de gouvernance, notre système de santé tel qu'il est aujourd'hui, on a beau avoir les meilleurs ministres de la santé, mais il y a un tel passif tellement lourd qu'il va falloir vraiment une volonté politique assez affichée, assumée, mais avec une feuille de route. Mais cette feuille de route, elle ne peut réussir que si elle est faite en étroite collaboration avec l'ensemble. Or, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de praticiens de la santé qui ont dit que finalement, ils n'étaient pas partie prenante de toutes les démarches, toute la stratégie de faire face à ce Covid avec l'état de nos infrastructures de santé. Donc aujourd'hui, effectivement, ça risque, d'après les chiffres que nous recevons, c'est en hausse.
Malheureusement, on espère que ça n'aille pas encore en s'aggravant, mais cela devrait normalement donner au pouvoir en place à réfléchir que, en fait, c'est la méthode, c'est l'approche, c'est la stratégie qui n'était pas la bonne. Et donc, l'approche, c'est encore une fois pour revenir à l'offre politique. Aujourd'hui, l'offre politique, en fait, la balle est dans le camp du pouvoir. Pourquoi? Parce que même s'il ne veut pas faire de conférence, nous, on a appelé une conférence inclusive, un dialogue, etc., et que les amendements de la Constitution soient le fruit justement de tout ce processus de dialogue, mais il pourrait, le pouvoir, puisqu'il a pris l'initiative d'amender la Constitution unilatéralement. Mais qu'il le fasse, mais qu'il le fasse dans un esprit qui permette réellement une réelle ouverture vers la démocratisation, c'est-à-dire on ne peut pas comprendre ni croire ce pouvoir en place de sa volonté du changement quand le chef de l'État garde l'initiative de nommer le chef du gouvernement en dehors de la majorité parlementaire. C'est pas possible. Ça veut dire qu'il ne veut pas reconnaître le choix du peuple quant à la majorité parlementaire. La deuxième des choses qui est importante et qui est vraiment une revendication populaire depuis des années et surtout depuis le Hirak, c'est l'indépendance de la justice. Le chef de l'État, s'il avait vraiment une réelle volonté politique d'aller vers un changement, c'est de ne pas présider le Conseil supérieur de la magistrature, qu'il donne cela à un magistrat de haut rang élu par ses pairs et qu'il arrête de nommer des membres dans la composition du Conseil supérieur et encore moins de mêler le pouvoir législatif à travers les deux présidents des deux chambres à choisir chacun d'eux deux membres dans le Conseil supérieur de la magistrature. Voilà des choses qui sont très simples mais qui vont vraiment afficher la détermination de la volonté du pouvoir d'aller réellement vers un changement, vers l'état de droit, vers la séparation et l'équilibre des pouvoirs. Cela, on ne le voit pas dans cette initiative d'amendement de la Constitution. On ne le voit pas. En principe, on a changé d'interlocuteur sur le téléphone. Akram a laissé la place pour Akram. Est-ce que c'est bien le cas, Dream Team? Oui. Oui, nous avons Akram Belkaïd. Akram, on va te poser une question sur Paris. Merci d'être avec nous dans le Café Presse Politique. C'est pas la première fois. Alors la bonne nouvelle, c'est que nous on cogite sur la réaction des Algériens et sur la feuille de route du pouvoir, mais on peut considérer légitimement que s'il y avait les libertés en Algérie, dans les 48 wilayas en Algérie, on aurait à peu près eu le 5 juillet le tableau qu'on a vu dans les rues de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche dernier dans les rues de Paris, Akram Belkaïd? Donc il y a eu un rassemblement, c'est le premier du genre depuis longtemps, de gens qui ont renoué avec l'esprit du Hirak en se réunissant. Donc il y avait une double raison. Il y a bien entendu le fait de commémorer, de célébrer le 5 juillet, c'est une fête importante qui rassemble beaucoup. Et puis il y avait aussi cette volonté, l'expression d'exprimer la volonté de dire que le Hirak est encore présent dans les cœurs et les esprits en France et au sein de la diaspora, où comme en Algérie, on a pu sentir depuis quelque temps une certaine impatience par rapport. Je vous rappelle qu'il y a eu un confinement total pendant près de 2 mois et que les gens ont suspendu les rassemblements au niveau notamment à Paris, la place de la République. Et là, ça a été un retour. Il y a eu une espèce d'impression de redémarrage avec les mêmes slogans, les mêmes revendications et beaucoup de monde. C'était un dimanche où il faisait beau, donc voilà, les gens étaient dans la rue et ça a été assez impressionnant, je dirais, comme rassemblement. Alors dans les appels, on avait appelé à ce que la marche soit une marche unitaire. Est-ce que cela laisse entendre qu'il y a eu entre-temps, avec le confinement, des craquements, des divisions dans le Hirak parisien au moins? Disons que c'est la conséquence de ce qui se passe plutôt sur les réseaux sociaux, avec ces polémiques autour de la décennie noire, par rapport au rôle que joueraient ou que veulent jouer des gens qui se réclament de l'islamisme politique ou de... On pense à Rachid en particulier. Par exemple, cette question-là divise beaucoup, c'est-à-dire qu'on sent quand même qu'il y a des gens qui sont dans le Hirak mais qui ne veulent absolument pas entendre parler de ce mouvement ou de cette organisation ou de cette mouvance. D'autres rappellent que la force du Hirak, c'était quand même d'arriver à être tous ensemble et de dépasser ce qui a divisé les Algériens dans les années 90. On voit beaucoup de posts circuler sur les réseaux sociaux. Donc la grande crainte, c'était que effectivement il y ait l'étalage
une division par rapport à une question qui effectivement n'a jamais été réglée. C'est quelque chose qu'on porte tous, par le positionnement par rapport à cette période-là, et on sent bien que c'est une blessure qui reste là. La force du Hirak en 2019 a été vraiment de dépasser ça. Bien entendu, le fait que tout le mouvement a été mis en suspens, vous savez, quand il n'y a pas de mouvement, c'est un peu ce que disent les révolutionnaires, hein, c'est comme la bicyclette, si elle s'arrête, elle tombe. Donc le Hirak s'est retrouvé peut-être en panne de dynamique, et c'est ce qui a mis en avant le retour vers les questions qui fâchent. De division, voilà, les questions qui fâchent. Et celle-ci n'est pas anodine. Hein. Il faut absolument pas la minorer, mais en même temps, je pense qu'il faut savoir raison garder et que le débat n'est pas là. Pas encore, en tout cas. Vous avez bien noté que Akram Belkaïd nous a dit que le Hirak était revenu avec les mêmes mots d'ordre. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut souhaiter pour le retour du Hirak quand il aura lieu à Alger, dans les wilayas de l'intérieur, ou est-ce qu'il serait souhaitable que le Hirak arrive avec des mots d'ordre, on va dire, adaptés à la nouvelle situation? Je laisse à Karim peut-être le premier. Comme vous voulez, madame. Pas de problème. Je crois que le Hirak, cette période de confinement, que tout le monde l'a constaté, en tout cas c'est vrai, donc il y a cette entrave, cette difficulté à travailler, mais en même temps il faut quand même qu'on ait le courage aussi de voir les lacunes du Hirak aussi, parce qu'après plus d'une année, quand même, on n'a pas pu mieux s'organiser. Moi je ne parle pas de structuration. Je parle plutôt d'organisation, c'est-à-dire s'organiser, du moins des débats. Si vous vous rappelez, les débuts quand même, il y avait cette esquisse. Moi je me rappelle sur le perron du théâtre, par exemple à la Grande Poste. Bon, même si c'est vrai qu'il y a des difficultés après par la suite, on a vu, d'ailleurs c'est pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à partir de là que le pouvoir commençait déjà à dérouler ce qu'il avait l'intention de faire, c'est-à-dire de torpiller le mouvement. Il commençait même à empêcher à ce que les gens se regroupent et discutent et échangent et tout ça. Donc on revient toujours que le pouvoir porte une responsabilité sur le fait que le Hirak se retrouve aujourd'hui il n'est pas organisé en tout cas. Mais nous ne ferons pas l'économie en tout cas de ces questions. Ça va venir tôt ou tard. Mais je crois que le plus important pour le Hirak aujourd'hui, c'est que ce qui a fait sa force et son union, c'est de s'entendre sur un seul mot d'ordre. C'est celui du changement du système radical. C'est ça le plus important. On doit gagner la bataille des libertés. C'est la plus importante. Une fois qu'on aurait gagné cette bataille des libertés, que les Algériens s'entendent sur un minimum de principes démocratiques inviolables, opposables à tous. C'est-à-dire, on va agir dans cet espace de liberté. On aura arraché tout ça, eh ben on va aller vers ces questions qui fâchent justement. On doit évoquer, on va parler même de la falsification de l'histoire, on va parler de la décennie, on va parler des assassinats politiques, on va parler de Boudiaf, on va parler de l'islamisme politique, on va parler de tout. On ne fera pas l'économie de ces questions. Mais à mon avis, la priorité, le combat, le plus important, c'est de gagner cette bataille de liberté. On doit l'arracher. C'est ça le plus important. Donc, de mon point de vue, le Hirak ne doit pas perdre de vue ce cap qui est important. Et donc, tout le reste, c'est de la diversion. De la diversion. Tebboune Djaboul Askar Makash Raya, qui a été le mot d'ordre le plus repris avant que le Hirak ne s'arrête, aujourd'hui, il est toujours utile si jamais le Hirak reprenait? Moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on se trompe d'objectif. L'objectif, c'est d'aller vers la rupture avec ce système. Nous avons une réalité devant nous. Ce chef d'État, même si sa légitimité est remise en question, on parle de légitimité populaire, même s'il a une légitimité juridique, il est là, il est chef d'État, mais n'empêche que pour l'avenir, je pense que les deux axes majeurs dans la feuille de route pour la solution de la crise, ce sont, Kima Gal Karim, les libertés, et c'est l'organisation des pouvoirs, entre les pouvoirs. C'est ça l'enjeu, à mon sens, parce que tout le reste sera des évidences par la suite. Les libertés, c'est ça qui va permettre à tous les Algériens de s'exprimer. Ça, on ne peut pas
se permettre aujourd'hui de faire vraiment l'économie sur les libertés. Les libertés, c'est vraiment fondamental. Et c'est tous les Algériens qui sont d'accord pour les libertés et toutes les libertés. Pas uniquement les libertés qui nous arrangent ou qui arrangent le pouvoir. Ces libertés-là, si on est d'accord, ça veut dire que demain, on ne verra plus de poursuites pénales parce que nous critiquons la démarche du pouvoir ou du chef de l'État ou de ses choix politiques, économiques et sociaux. Demain, les Algériens ont le droit de s'exprimer librement sur des programmes politiques et non pas sur de l'idéologie. En fait, l'islam politique, à mon sens, c'est juste une perversion. Parce que si on se rappelle, Hassan, de tous les amendements de la Constitution et l'avènement du multipartisme en 89. L'article 42, je me rappelle de l'amendement de la Constitution de 89, interdisait la création d'un parti politique sur la base religieuse ou région ou ethnie ou sexe ou autre chose. Donc ça, c'est une déviation, c'est une perversion. Et celui qui a la grande responsabilité de cette perversion, c'est bien le pouvoir. Qu'on se mette bien d'accord, parce qu'il ne fallait pas agréer des partis qui sont constitutionnellement interdits. C'est un débat. Un parti politique, c'est un débat. C'est un débat. Non, c'est un débat, mais c'est vrai, l'islam politique aujourd'hui, je pense que une grande majorité des Algériens se rendent compte que finalement, quand on veut faire de la politique, il faut avoir un programme pour régler les problématiques des Algériens. Les Algériens ont besoin d'avoir du travail, les Algériens ont besoin d'avoir une bonne école, les Algériens ont besoin d'avoir un système de santé qui leur préserve leur dignité. Les Algériens ont besoin de créer vraiment de la perspective pour cette jeunesse, pour développer le pays, pour vivre dignement, pour faire un aménagement du territoire qui correspond justement à un développement durable de toutes les régions sans disparité. Je pense que c'est ça l'enjeu politique des partis politiques. Maintenant, bien entendu, ça ne peut se concevoir. Ce débat de projet, ce débat de vision d'un projet politique, c'est lorsqu'on a d'abord les libertés, lorsque les Algériens peuvent s'exprimer librement dans les médias, peuvent exercer la politique dans le cadre de la loi, sans utiliser la violence, sans toucher à l'unité nationale, sans insulter, etc. C'est ça, c'est comme ça qu'on pourra construire une alternative politique et pas autrement. Akram El-Qaïd, est-ce que dans le Hirak parisien, on se pose la question de la position de l'Élysée, de la France officielle vis-à-vis du pouvoir algérien? Est-ce qu'il y a des interpellations pour faire pression sur Paris, pour que Paris n'aide pas, comme cela est arrivé souvent dans l'histoire, le pouvoir algérien autoritaire? Disons que c'est quelque chose de récurrent. C'est pas forcément la première des choses qui vient à l'esprit, mais quand il y a un événement bilatéral, on sent qu'il y a effectivement beaucoup de vigilance par rapport à ça, avec des discours qui sont très fluctuants et souvent contradictoires, y compris dans la bouche d'une seule personne. C'est-à-dire que on va avoir un moment où les gens vont jurer que la France est en train de soutenir le régime et que elle est contre le Hirak parce que ce qui l'intéresse c'est la stabilité et qu'ils ne veulent surtout pas qu'il y ait un nouveau foyer d'instabilité en Méditerranée. Et puis, selon un autre événement, on va avoir l'autre discours qui consiste à dire que la France concourt avec d'autres puissances ou avec d'autres courants à déstabiliser le gouvernement algérien parce qu'il n'en ferait pas assez sur le Sahel, parce qu'il n'en ferait pas assez en matière d'ouverture économique. Donc, c'est assez, je dirais que c'est un peu la marque de fabrique des relations, enfin de la manière dont on vit les relations entre les deux pays, au gré, si vous voulez, des événements. On a eu le célèbre épisode désormais du fameux reportage sur France 5 avec rappel de l'ambassadeur. On se souvient qu'il y a un an, Macron s'était dépêché de dire du bien de la ultime tentative du régime Bouteflika en proposant un prolongement de mandat. Donc c'est vraiment fluctuant, géométrie variable, sachant que par ailleurs, dans le fond, dans la réalité des choses, il n'y a rien de vraiment, je dirais, important qui est remis en cause. Hein. Les affaires entre les deux pays continuent. La France continue à être un client de l'Algérie, l'Algérie continue à être un client de la France. Et quand il y a des crises comme ça qui se profilent, on sent bien que des deux côtés, on se dit qu'il vaut mieux apaiser le jeu parce qu'on est quand même dans un contexte, vous en parliez tout à l'heure
sanitaire très très inquiétant, mais il n'y a pas que ça. Il y a la situation en Libye, il y a les tensions entre la France et la Turquie. Donc dans ce genre de situation, les deux acteurs savent qu'il vaut mieux peut-être, je dirais presque, compter l'un sur l'autre. Alors, si je t'ai posé la question, Akram, tu devines bien que c'est parce qu'il y avait dans l'actualité quelque chose qui le justifiait. Il y a peut-être même plusieurs choses qui peuvent le justifier. Ce geste de Paris qui restitue les crânes des martyrs de la résistance algérienne, le week-end dernier, à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance. Il y a cette interview surprise avec France 24 qui risque d'être poursuivie en justice par le pouvoir algérien quelques semaines auparavant. Et puis, certains chroniqueurs ont aussi imaginé que l'interpellation du blogueur, du youtubeur Amir DZ, à Paris, en marge de la manifestation, pouvait être aussi un gage de bonne entente entre Alger et Paris. Un commentaire sur tout cela? Alors, sur l'affaire des émouvantes et hautement symbolique de ce qui reste, des restes des résistants, il faut savoir que c'est quand même pas une affaire qui date d'hier. Elle a été initiée par des individus. Les États se sont ensuite mobilisés, mais je veux dire, ça n'a pas été décidé du jour au lendemain, et visiblement, c'est quelque chose qui était dans les tuyaux depuis un moment. Donc, on sait que de manière régulière, depuis quand même maintenant, il y a une tendance lourde, je dirais depuis une vingtaine d'années, il y a je mets de côté le fameux épisode de 2005 loi en France où ils voulaient célébrer les bienfaits de la colonisation, entre guillemets. Mais si on regarde un peu l'historique récent de ces 2 dernières décennies, il y a eu au fil du temps quand même quelques concessions importantes, peut-être pas suffisantes si on est côté algérien, mais en tout cas importantes côté français sur l'aspect mémoriel. Je rappelle le discours de l'ambassadeur de France à Sétif, les propos. Alors Macron n'était pas encore élu, mais ses propos sur la colonisation, souvenez-vous-en. Alors, on ne peut pas ne pas s'en souvenir, c'est Khaled Rani qui les a obtenus auprès du futur président de la République française. Khaled, auquel on pense beaucoup. Donc c'est ça qui est, à mon avis, qui est important, et ça n'a pas, à mon sens, bien entendu, ça permet d'apaiser, parce que ces dernières semaines, on a eu quand même beaucoup de tensions. Comme vous l'avez dit, France 24, voilà, il y a eu une crise après l'interview d'un analyste. Il y a eu des protestations. Il y a eu ce film sur la 5 qui a aussi généré beaucoup de choses. Mais franchement, quand on connaît les relations bilatérales, c'était des crises qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on a pu connaître dans les années 90 ou même avant, qui avait une gravité bien plus importante. Quand l'Algérie s'est retrouvée en tension avec la France à cause de la question du Sahara, ou lorsqu'on a assisté dans les années 70 à des ratonnades contre des assassinats de ressortissants algériens. Là, c'était de vraies crises profondes qui pouvaient tout remettre en cause. Là, ils ont les mécanismes pour gérer, pour aller de l'avant. Concernant Macron, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que on est en 2020, c'est appelé, enfin c'est litote, mais c'est dans 2 ans, il y a l'élection présidentielle, ça va très vite. Il a été élu en 2017, ça y est, il a dépassé la mi-mandat. Et en septembre prochain, pas celui-là, mais septembre 2021, c'est-à-dire dans 1 an, on sera en campagne électorale réelle, ce sera parti. Et je rappelle que beaucoup de binationaux votent. Et donc, on est entré dans cette période électorale. Et en règle générale, dans les périodes électorales, la bonne stratégie, c'est d'arriver à se concilier le vote des binationaux sans trop non plus se mettre à dos ceux qui se réclament ou qui viennent des courants qui étaient plutôt Algérie française, droite extrême, etc. Donc il y a ça aussi qui joue, et ça restera le facteur... Alors, juste d'un mot, parce qu'on arrive sur les 2 dernières minutes de la fin de l'émission. Se concilier les voix des binationaux, c'est faire quoi aujourd'hui? C'est pas homogène. C'est être plutôt pro gouvernement officiel à Alger, ou être plutôt pro Hirak? C'est vraiment une question qui, de ce que je sais, divise beaucoup la diplomatie et les dirigeants français. Il y a ceux qui estiment que
il faut se tenir à une neutralité absolue pour ne pas prendre de coups et parce que ils sont persuadés que le Hirak, en tout cas ce mouvement qui est né, donnera peut-être des fruits, mais que ça donnera pas des fruits tout de suite. Et puis il y a une petite minorité qui elle est plutôt encline à soutenir le régime algérien, en tout cas le régime actuel, contre vents et marées. Mais cette petite minorité ne tient pas compte du fait que peut-être les futurs dirigeants de l'Algérie ne sont pas dans le cercle du pouvoir aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un futur président de la République sur ce plateau ici. À Paris, on ne l'observe pas suffisamment. Là. Si, ça, ils le savent très 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 bien. C'est pour ça que leur tactique, c'est d'essayer d'avoir d'être sur un point d'équilibre qui consiste à ne pas prendre parti parce que ce serait trop dommageable. Le régime a des moyens de rétorsion, de créer des crises, de créer des conditions vraiment de tension. Et puis parce que la France a quand même besoin de l'Algérie en tant que relais dans bien des crises et dans bien des négociations. Donc on ne braque pas le régime algérien, mais on lui montre que quand même on a une position plutôt conciliante et bienveillante à l'égard des manifestants. Et c'est ça qui, d'une certaine manière, irrite aussi le régime. C'est-à-dire que ils aimeraient que ces manifestations qui ont lieu parfois, y compris devant le consulat d'Algérie, place de la Nation, etc., soient mieux contrôlées, qu'il y ait une affirmation un peu plus forte, comme jadis dans les années 70. Il y avait quelques opposants algériens qui se réunissaient pour protester. C'est la police française qui faisait le ménage, donc oui. Parce qu'il fallait surtout pas irriter Boumedienne et le régime algérien. Donc ils en sont conscients, mais en même temps, ils ont affaire à un État qu'ils estiment, en tout cas un pouvoir qu'ils estiment légitime et avec lequel ils ont décidé de travailler. Donc Akram Belkaïd, merci beaucoup. On va terminer d'un mot sur la relation Alger-Paris avec Zoubida Assoul. Une dernière réaction. Ouais. Moi, j'ai envie juste de dire, Hassan, que les Algériens, souvent, on se pose la question, et souvent, on est offusqué même quand le pouvoir français, en fait, soutient le pouvoir en Algérie. Moi, je pense qu'il faudrait que nous-mêmes, on se mette dans la tête que la France ne cherche que ses intérêts, si on est d'accord sur cela. Et donc, à partir de là, nous, en tant qu'Algériens, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est d'avoir des dirigeants qui vont défendre les intérêts de l'Algérie. C'est tout. Chaque fois, on est offusqué. Pourquoi la France prendrait? Non, un président français défend les intérêts de la France. Un responsable français, que ce soit dans les services ou dans la diplomatie, défend les intérêts de la France. Aujourd'hui, nous, notre problème, il faudrait qu'on ait des dirigeants en Algérie légitimes qui puissent défendre les intérêts des Algériens et de l'Algérie. Et le problème est encore chez nous. Un dernier mot, c'est de dire quand même qu'il y a encore des cercles, comme l'a très bien expliqué Akram Belkaïd, dans les cercles décisionnels de la France, de l'establishment en France, il y a beaucoup de gens qui ne voudraient pas justement que le Hirak réussisse. Ça, on le sait. Et donc, ils sont mieux accommodés avec un système qu'ils connaissent parfaitement, dont ils connaissent aussi toutes les ramifications, y compris en France, et ils préfèrent avoir affaire à des gens qu'ils connaissent que d'avoir affaire à des gens qu'ils ne connaissent pas. Donc ça, c'est une réalité avec laquelle on doit justement intégrer dans notre réflexion dans les relations algéro-françaises. Mais dans tous les cas, il faudrait que les gens comprennent que si on parle de démocratie, si on parle d'état de droit de l'homme, si on parle des droits de l'homme, il faudrait qu'on respecte la volonté du peuple algérien. Le peuple aujourd'hui l'a exprimé clairement et il est déterminé de rompre définitivement avec ce système et d'aller vers l'état de droit, l'état des libertés et l'état que les Algériens pourront construire par eux-mêmes. Ça, c'est vrai que le premier réflexe de la France en règle générale, c'est de soutenir le régime en place. On se rappelle de la réaction de la ministre de la Défense sous Sarkozy au moment du printemps tunisien, où elle avait proposé de venir aider de manière sécuritaire et de fournir le matériel. Et c'est ça, en fait, la boîte noire du système de l'État profond français. Merci beaucoup. Merci Akram Belkaïd pour ta contribution à chaque fois très riche et très éclairante avec nous au Café Presse Politique. Merci
Merci Akram Khrif, que j'ai pas eu le temps de saluer et de remercier, qui a passé la main à Akram Belkaïd. Merci beaucoup Karim Kébir d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup Zobida Assoul d'avoir été encore une fois avec nous au Café Presse Politique. Nous donnons rendez-vous à nos amis auditeurs donc à mercredi prochain pour une avant-dernière émission pour le mois de juillet. On ne sait pas si on continuera au mois d'août, mais je pense que ce sera Khaled Rani qui va animer le CPP pendant le mois d'août. C'est une manière aussi. Et on va venir. Ce sera une manière de le saluer de là où il est. Merci beaucoup, merci pour votre fidélité. C'est comme ça. Merci. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.